Dans le cœur palpitant de Paris, où les rues pavées murmurent des secrets anciens, et où la Seine serpente comme un ruban d'argent sous le ciel gris perle, vivait un couple dont l'histoire allait bientôt secouer les fondations mêmes de leur monde. Pierre Durand, un homme de 43 ans au charme magnétique et à l'ambition dévorante, dirigeait l'une des plus prestigieuses maisons de couture de la capitale. Ses yeux d'un bleu glacier semblaient toujours fixer un horizon que lui seul pouvait voir, tandis que son sourire, rare mais éblouissant, avait le pouvoir de faire fondre les cœurs les plus endurcis. À ses côtés, telle une ombre gracieuse et dévouée, se tenait Élise, son épouse depuis 15 ans. Élise Durand, avec ses boucles auburn et ses yeux couleur miel, incarnait l'élégance discrète et la douceur. Elle avait consacré sa vie à soutenir les rêves de Pierre, sacrifiant sa propre carrière prometteuse dans le journalisme pour devenir la parfaite épouse d'un homme en vue. Chaque matin, elle se réveillait avec l'espoir que ce jour serait celui où Pierre la regarderait enfin avec la même intensité qu'au début de leur relation. Leur appartement haussmannien, niché dans le 16e arrondissement, était un témoignage silencieux de leur réussite. Les hauts plafonds ornés de moulures délicates, les parquets en chêne qui craquaient doucement sous leurs pas, et les fenêtres qui s'ouvraient sur une vue à couper le souffle des toits de Paris, tout respirait le luxe et le raffinement. Pourtant, derrière cette façade de perfection, un vide grandissant s'installait, aussi vaste et froid que les salons qu'ils fréquentaient. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller comme des diamants sur du velours noir, Élise attendait le retour de Pierre. Elle avait passé des heures à préparer un dîner exquis pour célébrer leur anniversaire de mariage. La table était dressée avec une précision militaire. La porcelaine de Limoges, héritée de sa grand-mère, les couverts en argent qui ne sortaient que pour les grandes occasions, et au centre, un bouquet de pivoine rose, les fleurs préférées de Pierre. L'horloge du salon égrenait les minutes avec une lenteur cruelle. 20 heures, 21 heures, 22 heures. Le téléphone d'Élise resta désespérément silencieux. Pas un message, pas un appel. Elle connaissait ce scénario par cœur, mais chaque fois, l'espoir fou qu'il serait différent lui brisait un peu plus le cœur. Minuit sonna, quand la porte d'entrée s'ouvrit enfin. Pierre entra, l'air fatigué mais les yeux brillants d'une excitation qu'Élise ne lui avait pas vue depuis longtemps. Il ne remarqua ni la table dressée, ni les bougies maintenant éteintes, ni même sa femme assise dans l'obscurité du salon. « Pierre, » murmura Élise, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Tu as oublié. » Il sursauta, comme surpris de la trouver là, dans leur propre maison. « Élise, que fais-tu encore debout à cette heure ?»« C'est notre anniversaire, Pierre, 15 ans aujourd'hui. » Un éclair de culpabilité traversa son visage, vite remplacé par une expression d'agacement. « Mon Dieu, j'ai complètement oublié. J'ai eu une journée infernale au bureau, tu comprends, n'est-ce pas? La nouvelle collection, les acheteurs américains. » Élise hocha la tête, avalant la boule qui se formait dans sa gorge. Bien sûr qu'elle comprenait. Elle comprenait toujours. C'était son rôle, après tout. Comprendre, pardonner, sourire. « Ce n'est rien, » dit-elle doucement, se levant pour débarrasser la table. « Je vais réchauffer ton assiette. » Mais Pierre l'arrêta d'un geste. « Ne te donne pas cette peine. J'ai déjà mangé avec l'équipe. Je vais prendre une douche et me coucher. Ne m'attends pas. » Alors qu'ils disparaissaient dans leur chambre, Élise resta figée, les mains tremblantes sur le dossier d'une chaise. L'odeur subtile d'un parfum qu'elle ne connaissait que trop bien flottait dans l'air. Ce n'était pas le sien. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une brume de normalité forcée. Élise jouait son rôle à la perfection, souriant au bon moment, riant aux plaisanteries des amis de Pierre lors des dîners mondains, ignorant les regards de pitié que lui lançaient certaines de leurs connaissances. Elle savait ce qu'on disait d'elle dans les cercles huppés de Paris. La pauvre Élise, si dévouée, si aveugle. Un mardi matin, alors que l'automne parisien peignait les Champs-Élysées de teintes dorées, Élise décida de surprendre Pierre au bureau pour l'inviter à déjeuner. Elle choisit avec soin une robe vert émeraude qui mettait en valeur sa silhouette et ses yeux, se maquilla avec plus de soin que d'habitude et prit un taxi jusqu'au siège de la maison de couture. Le bâtiment art déco qui abritait l'empire de Pierre s'élevait majestueux au cœur du triangle d'or. Élise connaissait bien ces lieux pour y avoir organisé de nombreux événements au fil des ans. Les employés la saluèrent avec respect,
alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur privé qui menait au bureau de Pierre. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle poussa la porte. La scène qui l'accueillit figea le sang dans ses veines. Pierre était là, penché sur son bureau, mais il n'était pas seul. Une jeune femme que Élise reconnut comme la nouvelle assistante de Pierre était assise sur le bureau, ses longues jambes enroulées autour de la taille de son mari. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne remarquèrent pas immédiatement sa présence. Le bruit étouffé qui s'échappa de la gorge d'Élise les fit sursauter. Pierre se retourna brusquement, son visage passant de la surprise à la colère en une fraction de seconde. « Élise, que fais-tu ici ?» Sa voix était dure, accusatrice, comme si c'était elle qui avait commis une faute impardonnable. La jeune femme, rouge de honte, s'empressa de rajuster sa jupe et de quitter la pièce, laissant le couple face à face dans un silence assourdissant. Élise sentit quelque chose se briser en elle. Toutes ces années de doute, de soupçons qu'elle avait refoulés par amour et par loyauté, explosèrent en un instant. Sa voix, lorsqu'elle prit enfin la parole, était étrangement calme. « Combien de temps, Pierre ? Combien de temps cela dure-t-il » Pierre passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait autrefois trouvé si charmant. Maintenant, il ne lui inspirait que du dégoût. « Écoute, Élise, ce n'est pas ce que tu crois. C'était juste une erreur. Ça ne signifie rien. »« Une erreur ?» répéta Élise, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Et toutes les autres avant elle? Étaient-elles aussi des erreurs, Pierre ?» Le visage de Pierre se durcit. « Ne sois pas naïve, Élise. Tu savais dans quel monde tu entrais en m'épousant. Le pouvoir, le succès, cela vient avec certains avantages. » Ces mots frappèrent Élise comme une gifle. Pendant toutes ces années, elle s'était accrochée à l'illusion que leur amour était spécial, qu'il transcendait les tentations du monde dans lequel ils évoluaient. Maintenant, elle voyait la vérité dans toute sa laideur. « Je t'ai donné 15 ans de ma vie, Pierre. J'ai renoncé à ma carrière, à mes rêves, tout ça pour toi. Et c'est ainsi que tu me remercies ?» Pierre eut l'audace de lever les yeux au ciel. « Ne sois pas si dramatique, Élise. Tu as une vie que la plupart des femmes envieraient. Un bel appartement, des vêtements de créateur, des vacances luxueuses. Qu'est-ce que tu veux de plus ?»« Ce que je veux ?» La voix d'Élise tremblait maintenant. Non pas de tristesse, mais de rage. « Je voulais un mari qui me respecte, qui m'aime. Je voulais une famille, Pierre. Je voulais des enfants avec toi, un avenir. Mais tu étais toujours trop occupé, n'est-ce pas? Trop occupé à bâtir ton empire, trop occupé à séduire tes assistantes. » Pierre s'approcha d'elle, tentant de l'apaiser d'un geste qu'elle repoussa violemment. « Calme-toi, chérie. Rentrons à la maison. Nous pourrons en discuter calmement. » Mais Élise ne l'écoutait plus. 15 ans de frustration, de déception et de chagrin refoulés jaillissaient enfin. « Non, Pierre, cette fois c'est fini. Je ne rentrerai pas à la maison. Je ne serai plus jamais ta femme trophée, celle que tu exhibes dans les galas, mais que tu oublies dès que les portes se referment. » Elle retira son alliance et la posa sur le bureau, à l'endroit même où, quelques minutes plus tôt, la jeune assistante était assise. « Adieu, Pierre. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, parce que tu viens de perdre la seule personne qui t'aimait vraiment. » Sur ces mots, Élise tourna les talons et sortit du bureau, laissant derrière elle un Pierre stupéfait. Alors qu'elle traversait le hall d'entrée, tête haute malgré les larmes qui menacèrent de couler, elle sentit un poids immense se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle respirait librement. Dans la rue, le soleil d'automne caressait son visage. Élise prit une profonde inspiration, savourant l'air frais de Paris. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais elle était certaine d'une chose. Sa vie ne serait plus jamais la même. Les semaines qui suivirent la confrontation dans le bureau de Pierre furent un tourbillon d'émotions pour Élise. Elle avait trouvé refuge chez sa meilleure amie, Sophie, une artiste bohème vivant dans un loft spacieux à Montmartre. L'appartement, avec ses murs couverts de toiles colorées et ses fenêtres donnant sur les toits de Paris, était à l'opposé du luxe froid qu'elle avait connu avec Pierre. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Sophie, avec ses cheveux bleus et son rire contagieux, fut un pilier de soutien inébranlable. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie », répétait-elle à Élise chaque fois que celle-ci doutait de sa décision. « Il est temps que tu penses à toi. » Un matin, alors qu'Élise sirotait son café sur la terrasse, en observant les pigeons se disputer les miettes de pain, son téléphone vibra. C'était un message de Pierre.
Élise, il faut qu'on parle. Je peux tout expliquer. Retrouve-moi au café de Flore à 15 heures. Son cœur fit un bond. Pendant un bref instant, l'espoir fou qu'il ait changé, qu'il veuille vraiment sauver leur mariage, l'envahit. Mais la voix de Sophie résonna dans sa tête. « N'oublie pas ce qu'il t'a fait, ce qu'il t'a dit. » Élise prit une profonde inspiration et répondit simplement « D'accord. » Le café de Flore, avec ses chaises en rotin et ses serveurs en tablier blanc, n'avait pas changé depuis l'époque où Sartre et de Beauvoir y débattèrent de philosophie. Élise arriva en avance, choisissant une table à l'extérieur. Elle portait une simple robe noire et un foulard de soie, une tenue qui aurait fait froncer les sourcils à Pierre autrefois, la jugeant trop simple pour son image. Pierre arriva avec 10 minutes de retard, impeccable dans son costume sur mesure. Il s'assit en face d'elle, commandant un espresso d'un geste de la main au serveur qui passait. « Tu as l'air bien, dit-il, ses yeux parcourant son visage à la recherche de signes de faiblesse. « Que veux-tu, Pierre ?» demanda Élise, allant droit au but. Il soupira, jouant avec la cuillère de son café. « Je veux que tu reviennes, Élise. La maison est vide sans toi. Mes associés me demandent où tu es. Les invitations au gala s'accumulent. » Élise sentit une vague de déception l'envahir. Bien sûr, il ne s'agissait que de son image, de sa réputation. « Est-ce tout ce qui t'importe? Ton image ?»« Non, bien sûr que non, » répondit-il rapidement. « Je m'ennuie de toi, Élise, de nos conversations, de ta présence. » Pour la première fois, elle vit une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. Mais était-ce suffisant? « Et ta assistante ?» demanda-t-elle, le mot lui brûlant la gorge. « Partie. Je l'ai renvoyée le jour même. C'était une erreur, Élise. Ça ne se reproduira plus. » Élise le regarda longuement. L'homme qu'elle avait aimé pendant 15 ans était là, lui demandant une seconde chance. Une partie d'elle voulait désespérément y croire, retourner à la vie qu'elle connaissait. Mais une autre partie, plus forte, se souvenait de toutes les nuits passées seule, de toutes les promesses brisées. « Je suis désolée, Pierre, » dit-elle doucement, « mais je ne peux pas revenir. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. » Le visage de Pierre se durcit. « Tu ne peux pas être sérieuse. Pense à tout ce que tu abandonnes. L'argent, le statut social. »« C'est exactement pour ça que je ne peux pas revenir, » répondit Élise, se levant. « Tu ne comprends toujours pas ce qui compte vraiment. » Elle laissa quelques euros sur la table pour son thé et partit, laissant Pierre seul avec son espresso et sa confusion. Les jours suivants furent difficiles. Pierre multiplia les appels et les messages, alternant entre supplications et menaces voilées. Élise tint bon, puisant sa force dans le soutien de Sophie et dans la découverte d'une nouvelle liberté qu'elle n'avait jamais connue. Un mois après leur séparation, Élise reçut un appel inattendu. C'était Margot Lefebvre, la rédactrice en chef de Voix de Paris, un magazine culturel réputé. « Élise, ma chère !» La voix chaleureuse de Margot résonna dans le téléphone. « J'ai appris pour vous et Pierre. Je suis désolé. »« Merci, Margot, » répondit Élise, surprise par cet appel. « Écoutez, je sais que vous avez mis votre carrière de côté quand vous avez épousé Pierre, mais je me souviens de vos articles quand vous étiez stagiaire chez nous. Vous aviez un vrai talent. » Le cœur d'Élise se mit à battre plus vite. Se pourrait-il que... « J'ai un poste qui vient de se libérer. Chroniqueur culture et société. Ça vous intéresserait ?» Élise sentit des larmes de joie lui monter aux yeux. « Oui, oui, bien sûr. Parfait. Venez me voir lundi, nous discuterons des détails. » Cette opportunité marqua un tournant dans la vie d'Élise. Elle se jeta corps et âme dans son nouveau travail, redécouvrant sa passion pour l'écriture et le journalisme. Ses articles, empreints d'une sensibilité et d'une profondeur née de ses expériences personnelles, attirèrent rapidement l'attention des lecteurs. 6 mois passèrent. Élise avait trouvé son propre appartement, un charmant 2 pièces dans le Marais. Ce n'était pas le luxe auquel elle était habituée, mais chaque objet, chaque meuble, avait été choisi par elle, pour elle. C'était son chez-elle, son sanctuaire. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une interview pour un article sur les nouveaux artistes émergents de la scène parisienne, elle croisa Pierre. Il sortait d'un restaurant chic au bras d'une jeune femme blonde qui riait à l'une de ses plaisanteries. Leurs regards se croisèrent. Pierre eut l'air surpris, presque gêné. Élise, quant à elle, ressentit rien. Ni colère, ni jalousie, ni regret, juste une douce indifférence.
Elle lui adressa un léger signe de tête et continua son chemin, le cœur léger. Cette rencontre fortuite lui confirma ce qu'elle savait déjà. Elle avait fait le bon choix. Cependant, le destin n'en avait pas fini avec Pierre Durand. Alors qu'Élise s'épanouissait dans sa nouvelle vie, une tempête se préparait à l'horizon pour son ex-mari. Tout commença par des rumeurs. Des murmures dans les couloirs de la maison de couture, des regards en coin lors des défilés. Pierre les ignora d'abord, trop occupé à maintenir l'image de l'homme d'affaires puissant et intouchable qu'il s'était forgé. Mais les rumeurs se firent plus insistantes. On parlait de pratiques douteuses, de comptes offshore, de contrats truqués. Le nom de Pierre Durand commença à apparaître dans la presse, d'abord dans de petits articles en dernière page, puis de plus en plus en première page. Un matin, alors qu'Élise préparait son prochain article dans un café près de la place des Vosges, son téléphone vibra frénétiquement. C'était Sophie. « Élise, allume la télé, vite !» Intriguée, Élise demanda au serveur de mettre les informations. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Pierre, son ex-mari, était escorté hors de son bureau par des policiers, menottes aux poignets. Le bandeau défilant en bas de l'écran annonçait « Pierre Durand, PDG de la maison de couture Durand, arrêté pour fraude fiscale et détournement de fonds ». Le monde de la mode parisienne était en émoi. Les images de Pierre, l'air hagard et déchu, faisaient le tour des réseaux sociaux. Les mêmes personnes qui se pressaient à ces soirées quelques semaines plus tôt se répandaient maintenant en commentaires choqués et indignés. Élise resta figée devant l'écran, un mélange complexe d'émotions l'envahissant. Une partie d'elle ressentait une certaine satisfaction à voir l'homme qui l'avait tant fait souffrir enfin confronté à ses actes. Mais une autre partie, celle qui avait aimé Pierre pendant tant d'années, ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Margot. « Élise, j'espère que vous avez vu les nouvelles. Je veux que vous couvriez cette histoire. Vous avez un point de vue unique sur Pierre Durand. C'est l'occasion de montrer votre talent. » Élise hésita. Écrire sur Pierre signifiait replonger dans son passé, rouvrir des blessures à peine cicatrisées. Mais c'était aussi l'opportunité de prendre le contrôle de son histoire, de la raconter selon ses propres termes. « D'accord, dit-elle finalement. Je le ferai. » Les jours qui suivirent furent intenses. Élise plongea dans une enquête approfondie, contactant d'anciens employés de Pierre, des associés, des rivaux. Elle découvrit un monde de corruption et de mensonges bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'elle écrivait son article, Élise réalisa à quel point elle avait changé. La femme qui avait quitté le bureau de Pierre 6 mois plus tôt n'était plus la même que celle qui tapait furieusement sur son clavier, déterminée à révéler la vérité. L'article d'Élise, intitulé « L'empereur déchu, la chute de Pierre Durand », fut publié 1 mois après l'arrestation de Pierre. Il fit l'effet d'une bombe dans le monde de la mode et du journalisme. Élise y dépeignait non seulement les malversations financières de Pierre, mais aussi le coût humain de son ambition démesurée. Elle parlait des employés exploités, des fournisseurs ruinés et oui, de sa propre expérience en tant qu'épouse négligée et trompée. Le jour de la publication, Élise reçut des centaines de messages de soutien. Des femmes la remercièrent d'avoir donné une voix à leur propre expérience. Des journalistes saluaient son courage et son intégrité. Mais le message qui la toucha le plus vint d'une source inattendue. C'était un email de la mère de Pierre, une femme qu'Élise n'avait rencontrée que quelques fois en 15 ans de mariage. « Chère Élise, j'ai lu votre article. Je voulais vous dire que je suis désolée pour tout ce que mon fils vous a fait subir. Vous méritiez tellement mieux. Je suis fière de la femme forte que vous êtes devenue. Pierre aurait dû vous chérir quand il en avait l'occasion. Avec tout mon respect, Geneviève Durand. » Ce message fit couler les larmes d'Élise. C'était une forme de validation qu'elle n'avait jamais osé espérer. Alors que l'automne cédait la place à l'hiver, la vie d'Élise continuait de s'épanouir. Son article lui avait valu une promotion au sein du magazine. Elle était maintenant responsable de sa propre rubrique, couvrant des sujets allant de la mode éthique aux mouvements sociaux émergents. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une conférence de presse, Élise s'arrêta sur le pont des Arts. La scène en contrebas reflétait les lumières de la ville, créant un spectacle magique. Elle pensa à tout ce qui s'était passé au cours de cette année tumultueuse. La trahison, la douleur, mais aussi la renaissance et la découverte de sa propre force. Pour la première fois depuis longtemps, Élise se sentit véritablement en paix. Elle avait survécu à la tempête et en était sortie plus forte. L'avenir s'étendait devant elle, plein de promesses et de possibilités.
Alors qu'elle contemplait les eaux scintillantes de la Seine, Élise sourit. La vie lui avait réservé bien des surprises, bonnes et mauvaises. Mais elle était prête à affronter ce qui l'attendait, la tête haute et le cœur ouvert. L'hiver parisien avait cédé la place à un printemps précoce. Les arbres le long des Champs-Élysées se paraient de bourgeons prometteurs et l'air était chargé du parfum des premières fleurs. Pour Élise, ce renouveau de la nature faisait écho à sa propre renaissance. 1 an s'était écoulé depuis la chute spectaculaire de Pierre Durand. L'affaire avait fait les gros titres pendant des mois, révélant un réseau complexe de fraude et de corruption qui s'étendait bien au-delà de la seule maison de couture. Le procès de Pierre était en cours, et Élise suivait l'affaire de loin, plus par devoir professionnel que par intérêt personnel. Sa propre carrière, en revanche, avait pris un envol qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Son article sur Pierre lui avait valu non seulement une promotion au sein de Voix de Paris, mais aussi une reconnaissance nationale. Elle avait été invitée à participer à des débats télévisés, à donner des conférences dans des universités. Sa voix, autrefois étouffée par les exigences de sa vie d'épouse trophée, résonnait maintenant dans tout Paris et au-delà. Ce matin-là, Élise se préparait pour un rendez-vous qui la rendait à la fois nerveuse et excitée. Elle avait été contactée par une maison d'édition prestigieuse qui souhaitait qu'elle écrive un livre. Pas seulement sur l'affaire Pierre Durand, mais sur son propre parcours, sur la façon dont elle avait trouvé sa voix et sa force. Alors qu'elle choisissait sa tenue, un tailleur pantalon bleu marine qu'elle n'aurait jamais osé porter du temps de Pierre, son téléphone vibra. C'était un message de Sophie. « Ma chérie, n'oublie pas notre dîner ce soir. J'ai une surprise pour toi. Bonne chance pour ton rendez-vous. » Élise sourit. Sophie avait été son roc pendant toute cette période tumultueuse. Leur amitié s'était renforcée au fil des épreuves, et Élise ne savait pas ce qu'elle aurait fait sans le soutien indéfectible de son amie. Le rendez-vous avec l'éditrice, une femme dynamique nommée Claire Beaumont, se passa merveilleusement bien. Assises dans un café branché du Marais, elles discutèrent pendant des heures du projet de livre. « Ce que nous voulons, Élise, » expliqua Claire, ses yeux brillants d'enthousiasme, « c'est plus qu'un simple récit de l'affaire Durand. Nous voulons une histoire de résilience, d'émancipation, votre histoire. » Élise sentit une vague d'émotion l'envahir. L'idée de coucher sur le papier tout ce qu'elle avait vécu, de transformer sa douleur en quelque chose de positif qui pourrait aider d'autres femmes, la touchait profondément. « Je ne sais pas si je suis à la hauteur, » admit-elle. Claire posa sa main sur celle d'Élise. « Vous l'êtes. Votre voix est puissante, Élise. Elle mérite d'être entendue. » Après avoir signé un contrat préliminaire, Élise quitta le café, le cœur léger. Elle décida de marcher un peu avant de retrouver Sophie pour le dîner. Ses pas la menèrent inconsciemment vers le 16e arrondissement, vers l'appartement qu'elle avait partagé avec Pierre. Elle s'arrêta devant l'immeuble haussmannien, observant les fenêtres du 5e étage. Tant de souvenirs étaient attachés à cet endroit, bons et mauvais, mais pour la première fois, Élise réalisa qu'elle ne ressentait plus ni nostalgie ni amertume. Ce chapitre de sa vie était bel et bien clos. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une voix familière l'interpella. « Élise ?» Elle se retourna pour voir Geneviève Durand, la mère de Pierre, qui sortait de l'immeuble. La vieille dame semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois qu'Élise l'avait vue. « Madame Durand », salua Élise, ne sachant pas trop comment réagir. Geneviève s'approcha d'elle, un sourire triste aux lèvres. « Je suis heureuse de vous voir, Élise. J'espérais avoir l'occasion de vous parler en personne. » Elles décidèrent de marcher ensemble jusqu'au parc voisin. Assises sur un banc, face à un parterre de tulipes multicolores, elles parlèrent longuement. Geneviève lui raconta comment elle avait toujours su que son fils avait un côté sombre, comment elle avait essayé de le guider mais avait échoué. « Je suis désolée de ne pas vous avoir mieux protégée, Élise, » dit-elle finalement, des larmes dans les yeux. Élise fut touchée par la sincérité de la vieille dame. « Ce n'était pas votre responsabilité, Madame Durand. Nous sommes tous responsables de nos propres actions. » Geneviève hocha la tête. « Vous avez raison, et je suis fière de voir la femme forte que vous êtes devenue. Pierre ne sait pas ce qu'il a perdu. » Elles se quittèrent avec une accolade chaleureuse, Élise promettant de rester en contact. Cette rencontre inattendue lui avait apporté une forme de clôture qu'elle ne savait même pas rechercher. Le soir venu, Élise retrouva Sophie dans un petit restaurant italien de Montmartre.
son amie était rayonnante, un sourire mystérieux aux lèvres. « Alors, cette surprise ?» demanda Élise après qu'elles eurent commandé. Sophie prit une profonde inspiration. « J'ai une grande nouvelle. Tu te souviens de ce projet dont je t'ai parlé? L'exposition de mes œuvres à New York ?» Élise hocha la tête, se rappelant à quel point Sophie avait travaillé dur pour cette opportunité. « Eh bien, c'est confirmé. Je pars pour 6 mois à New York. Et... » Sophie hésita un instant. « Je voudrais que tu viennes avec moi. » Élise resta bouche bée. « Moi? À New York ?» Sophie acquiesça avec enthousiasme. « Pense-y, tu pourrais écrire ton livre là-bas. Un changement de décor pourrait t'inspirer. Et puis, New York est rempli d'opportunités pour une journaliste talentueuse comme toi. » L'idée était à la fois excitante et terrifiante. Quitter Paris, la ville qu'elle connaissait si bien pour se lancer dans une nouvelle aventure à l'autre bout du monde? Mais n'était-ce pas exactement ce dont elle avait besoin? Un nouveau départ, loin des fantômes du passé? Je ne sais pas quoi dire, balbutia Élise. « Dis oui, insista Sophie. Nous pourrions partager un appartement, explorer la ville ensemble, ce serait une aventure incroyable. » Élise sentit une vague d'excitation monter en elle. L'idée de découvrir une nouvelle ville, de s'immerger dans une culture différente tout en écrivant son livre, était séduisante. Et puis la présence rassurante de Sophie rendait le projet moins intimidant. « D'accord, » dit-elle finalement. « Tu as un grand sourire aux lèvres. Faisons-le. » Elles trinquèrent à leur future aventure, riant et faisant des projets jusqu'à la fermeture du restaurant. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Élise négocia avec son éditrice pour pouvoir écrire son livre depuis New York, tout en contribuant à distance pour Voix de Paris. Elle sous-loua son appartement du Marais à une jeune étudiante en art, emballa ses affaires les plus précieuses et se prépara pour ce nouveau chapitre de sa vie. La veille de son départ, Élise fit une dernière promenade dans Paris. Elle passa devant les lieux qui avaient marqué son histoire, le café de Flore, où elle avait dit adieu à Pierre, les bureaux de Voix de Paris, où elle avait retrouvé sa passion pour l'écriture, le pont des Arts, où elle avait réalisé sa force intérieure. Alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes orangées et roses, Élise s'arrêta sur les quais de la Seine. Elle sortit de son sac le brouillon de la préface de son livre et relut les premières lignes qu'elle avait écrites. « Il y a 1 an, je pensais avoir tout perdu. Mon mariage, mon statut, mon identité. Mais en réalité, c'est en perdant tout que j'ai enfin trouvé qui j'étais vraiment. Cette histoire n'est pas celle d'une victime, mais celle d'une survivante, d'une femme qui a appris que sa valeur ne dépendait pas de l'homme à ses côtés, mais de la force qu'elle portait en elle. » Une larme coula sur sa joue, mais c'était une larme de fierté, de gratitude pour le chemin parcouru. Élise rangea le papier et leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Les premières étoiles commençaient à apparaître, comme autant de promesses d'un avenir brillant. Le lendemain matin, alors qu'Élise et Sophie montaient dans le taxi qui les conduirait à l'aéroport, Élise jeta un dernier regard à la ville qu'il avait vue naître, grandir, souffrir et renaître. Paris serait toujours dans son cœur, mais il était temps d'écrire un nouveau chapitre. L'avion décolla, emportant Élise vers sa nouvelle vie. Alors que l'appareil prenait de l'altitude, elle regarda par le hublot les lumières de Paris qui s'éloignaient. Un mélange de nostalgie et d'excitation l'envahit. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine. Quoi qu'il arrive, elle était prête à l'affronter. Car Élise avait appris la leçon la plus importante de toutes. La vraie force ne vient pas de ce que nous possédons ou de qui nous sommes aux yeux des autres, mais de la capacité à se relever après chaque chute, à trouver sa voie et à oser vivre authentiquement. Alors que l'avion fendait les nuages, Élise ferma les yeux, un sourire serein aux lèvres. Son histoire ne faisait que commencer. Fin.